Si on revient à la posture d'ouverture par rapport à la posture défensive, quand on se sent menacé par un environnement, un groupe ou une situation, on a tendance à se renfermer sur soi-même. On va alors mobiliser nos ressources pour se protéger, souvent en réponse à une perception de danger ou d'attaque. À l'inverse, dans un cadre sécurisé où on se sent bien, où on sait que nos besoins seront accueillis et respectés, on peut se permettre de se mettre en vulnérabilité. Ça nous amène à adopter une posture d'ouverture qui est plus propice aux échanges authentiques et constructifs. Donc il y a une réflexion intéressante qui se pose en lien avec la posture militante. Pour moi, la posture militante, c'est une forme amplifiée de la posture défensive. C'est une réponse à une menace perçue ou réelle, mais qui s'inscrit dans une dynamique plus vaste, qui est souvent cristallisée autour d'un sujet de société. Par exemple, si on veut s'opposer à la création d'une décharge derrière chez soi, on peut entrer dans une posture défensive pour protéger son cadre de vie, ses intérêts personnels ou ses valeurs environnementales. Mais la posture militante, elle va au-delà de la simple réaction contextuelle. Elle porte sur des enjeux globaux qui sont souvent immenses, qui, juste par leur nature, ils ne peuvent pas être totalement résolus. Si on prend l'exemple d'une lutte contre la mort elle-même, si une personne qui décide de militer contre la mort sous toutes ses formes, elle entre dans une dynamique où le combat ne peut jamais être vraiment pleinement engagé. Ça fait qu'elle porte cette posture militante en permanence, indépendamment des contextes ou des personnes en face. Et une autre spécificité de la posture militante, c'est qu'elle est souvent ancrée dans une quête de reconnaissance ou d'adhésion totale. Un militant, il peut se sentir compris et en sécurité uniquement au sein d'un groupe qui partage exactement les mêmes idées, valeurs et les modes d'action que lui. Tant qu'il n'y a pas cette sorte de validation complète, au moins sur cette idée qu'il défend, il va rester en posture défensive et prêt à défendre ses idées face à toute divergence. Et donc, ça va générer des tensions, notamment lorsque la militance, elle devient rigide et qu'elle cherche à imposer ses idées plutôt qu'à les confronter de manière ouverte. Donc, ça souligne vraiment l'importance de l'écoute et de la création d'espaces où les divergences, elles peuvent être accueillies sans jugement afin de ne pas enfermer les individus dans des postures défensives ou militantes qui bloquent le dialogue et la collaboration. Donc, comment on fait pour sortir de la posture défensive? L'intention pour recréer le dialogue et favoriser des dynamiques de coopération, ça repose sur la capacité justement à sortir de cette posture, autant pour soi que pour les autres. Donc, ça nécessite de mettre en place un cadre sécurité et ouvert, défini par des règles claires et des principes qui garantissent à chacun la possibilité de s'exprimer librement et sans crainte. Et donc, l'écoute, ça joue ici un rôle central. Souvent, quand on a une personne qui exprime son émotion de manière intense, qu'elle hurle, qu'elle répète sans cesse les mêmes arguments, qu'elle semble bloquée en fait dans une boucle, on peut rapidement développer des préjugés ou minimiser son discours. Mais le travail fondamental, il consiste à écouter attentivement ce que cette personne a à dire, à chercher à comprendre ce qu'elle protège et à s'assurer que son message soit bien compris et reformulé de manière claire. Parce que derrière chaque posture défensive, il y a une valeur, une idée ou un enjeu que la personne cherche à préserver. En identifiant cet élément, en le reformulant et en le mettant au service du collectif, on peut permettre au groupe de reconnaître son importance et de s'engager à le protéger. Et cette reconnaissance mutuelle, elle a un effet libérateur, parce que quand on sait ce qui nous tient à cœur, que ce qui nous tient à cœur est pris en compte et respecté par les autres, on n'a plus besoin de rester sur la défensive. On peut alors rediriger nos ressources et notre énergie vers des actions qui sont plus positives et constructives. Et c'est cette dynamique qui constitue le fondement même de la sécurité, de savoir que nos besoins, nos valeurs, nos préoccupations sont compris et pris en charge par le collectif. En communication non violente, mais aussi à travers d'autres grilles de lecture et d'autres méthodes, il y a des outils pour formuler un besoin, construire un message qui augmentera les chances d'être entendu par le groupe. L'un de ces outils, c'est le modèle OSBD qui repose sur quatre étapes principales. Il y a l'étape d'observation. On va décrire une situation ou un événement de manière factuelle, sans jugement, en se limitant à ce qui s'est vraiment passé, à ce qui s'est réellement passé. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'exprimer le sentiment, l'émotion, la sensation, le ressenti que cette situation a généré en nous. L'étape suivante, c'est d'exprimer le besoin, d'identifier et de formuler le besoin personnel qui n'a pas été comblé dans cette situation. Et ensuite, la demande, donc d'énoncer une demande claire et concrète qui pourrait répondre à ce besoin. Donc, on va faire à la personne ou au collectif qui est à l'origine de cette situation ou qu'on on a l'impression qui est à l'origine de cette situation. Et du coup, ce modèle, il peut être utilisé pour créer des messages clairs et constructifs qui vont faciliter la compréhension et la prise en compte des besoins de chacun au sein du collectif. Pour approfondir, il y a des ressources et des vidéos explicatives sur le modèle OSBD qui sont posées dans
la dernière activité. Et en lien avec ces mécanismes de posture défensive et de coopération, il y a des concepts issus de la théorie des jeux, notamment le dilemme du prisonnier. Et à ce sujet, je vous encourage vivement à explorer le jeu de Nicky Case, qui est sur une autre activité, qui illustre parfaitement la manière dont on évalue notre disposition à coopérer avec les autres. Ce jeu, ça permet également de comprendre comment on décide si on peut faire confiance à l'autre pour agir dans notre intérêt commun, plutôt que strictement dans le sien ou parfois au détriment des autres. Et une des leçons marquantes de ce mécanisme, c'est l'idée d'un acte de coopération indéniable qui est utilisé en résolution de conflits, par exemple. Quand il y a deux camps qui sont vraiment opposés, qui se font plus confiance, une solution possible, c'est qu'un des camps il fasse un geste fort de coopération qui montre clairement qu'il agit dans l'intérêt de l'autre camp au détriment de ses propres intérêts immédiats. Et ce geste, en étant indiscutablement désintéressé, il ouvre la possibilité pour l'autre camp de réévaluer sa posture et de reconnaître cet effort. Donc il ne peut pas nier que l'autre vient de faire un pas dans sa direction et est prêt à ignorer certains de ses intérêts pour réouvrir la coopération. Et donc un exemple concret, ça pourrait être par exemple dans le cadre des élections municipales. D'habitude, les candidats, ils font du porte-à-porte pour promouvoir leur programme, convaincre les électeurs de voter pour eux, etc. Et donc, imaginez qu'à la place, il y a une équipe qui décide d'organiser un porte-à-porte uniquement pour recueillir les besoins, les idées et les visions des habitants sur le futur de leur territoire. Et qu'ensuite, ils prennent toutes les données qu'ils ont collectées et qu'ils les redistribuent à tout le monde, y compris aux équipes concurrentes. Et donc cet acte, il montrera que l'équipe, elle se concentre pas sur une compétition électorale, mais qu'elle agit dans l'intérêt général du territoire pour nourrir un projet collectif. C'est un geste qui va permettre de transcender la compétition et qui va montrer en fait une intention claire de coopération et de service au territoire. Et ce type d'approche, il pourrait non seulement redéfinir les dynamiques électorales, mais aussi inspirer une plus grande solidarité et un vrai dialogue dans des contextes qui sont généralement marqués par plutôt la division.